Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'agent évincé. Alors, agent évincé, c'est l'expression consacrée pour le cas où un agent immobilier présente un bien à un acquéreur potentiel et qu'ensuite l'acquéreur traite directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une autre agence éventuellement avec le propriétaire. Alors, quand il s'agit du cas où on se fait doubler directement, c'est-à-dire quand l'acquéreur et le vendeur se mettent d'accord et traitent entre eux sans l'intermédiaire d'une autre agence. Là, la jurisprudence est constante pour la Cour de cassation, l'opération a été réalisée par notre entremise, donc nous avons droit à la commission. Alors j'emploie encore le terme de commission puisque ces arrêts de cassation sont antérieurs à la loi Allure qui a transformé nos commissions en honoraires. Pour la petite histoire, je vais vous en présenter un. Voilà, donc là vous voyez c'est cet arrêt de 90 et puis il y en a des dizaines qui formulent les choses de manière à peu près semblable. Lorsqu'un agent immobilier bénéficiaire d'un mandat fait souscrire à une personne une promesse d'achat de l'immeuble mis en vente et qu'ensuite le vendeur traite directement avec cette personne, ce qui est important c'est le terme directement. L'opération est donc réputée effectivement conclue par l'entremise de l'agent immobilier, lequel a alors droit au paiement de la commission convenue. Alors dans d'autres arrêts, vous verrez, au lieu de bénéficiaire d'un mandat, c'est régulièrement mandaté, mais enfin bon, là c'est clair. Alors, on peut revenir aussi sur le terme présentation du bien. Donc là je vous ai pris un exemple, il a fait souscrire une promesse d'achat, mais c'est la même chose. C'était la même chose avec simplement un bon de visite. On a présenté le bien au client. Il peut y avoir des cas un petit peu plus litigieux. Par exemple, quand vous présentez par téléphone, par internet, vous avez des échanges de mails. Bon, là, il y a des procédures qui ont été gagnées par des agences, mais en général, les dommages-intérêts sont d'un niveau tellement bas que ça n'en vaut pas vraiment la peine. Alors, pour avoir droit aux honoraires, donc il nous suffit de prouver notre entremise. Et l'entremise de l'agent immobilier, enfin le fait que nous ayons présenté le bien à un client potentiel, en fait, c'est le bon de visite. Le bon de visite, c'est le moyen de preuve le plus fréquent et qui est parfaitement admis par les tribunaux. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début des années 90, il y a eu un certain nombre d'arrêts qui ont clairement indiqué que les clauses pénales des bons de visite, quand il y en avait, étaient complètement inopérantes et que ce bon de visite ne pouvait pas se substituer au mandat, qu'il ne permettait pas de réclamer une commission ni même des dommages-intérêts. Donc le raisonnement de la Cour était très simple. Voilà, je vous ai sorti un arrêt du début des années 93. Voilà. Attendu que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération que s'il détient un mandat écrit, et qui précise les conditions de détermination de la rémunération, et en fondant sa décision sur le bon de visite, alors que seul le mandat de vente donné à l'agent immobilier pouvait légalement justifier sa rémunération, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. Alors, il y en a eu, à cette époque-là, il y en a eu plusieurs comme ça. Et le raisonnement de la Cour, c'est que l'agence ne peut invoquer la responsabilité contractuelle contre un acquéreur qui est non signataire du mandat. Donc, le seul contrat valable dans le cadre de la loi Auguet, c'est le mandat, et accepter de le condamner sur la base de la responsabilité délictuelle reviendrait à accorder une rémunération à l'agence en dehors des prescriptions de la loi Auguet.
Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est que beaucoup d'agences en ont conclu tout à fait à tort que le bon de visite n'avait pas de valeur du tout, alors que la valeur du bon de visite reste une valeur de preuve qu'on a présenté le bien à telle ou telle personne. Et ils ont pris l'habitude, beaucoup d'agents immobiliers ont pris l'habitude de ne plus faire de bon de visite. Donc ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de personnes ont pris l'habitude de doubler les agences parce qu'ils ne prenaient pas cette précaution élémentaire. Ceci dit, il y a eu une évolution très importante au début de l'année 2008, c'est donc tout récent. Hop. Voilà. Voilà, normalement, je vous ai mis le bon. Au début des années 2008 est sorti cet arrêt de cassation très intéressant qui a fait suite à une procédure très très longue qui a duré 17 ans pour te dire. En fait, ce sont des acquéreurs qui ont donné des visiteurs, ils n'étaient pas encore acquéreurs, qui ont donné un faux nom à l'agence immobilière en visitant. Après, ils ont acheté directement par l'intermédiaire du propriétaire. La jurisprudence de l'époque voulait que l'agence se retourne uniquement contre le vendeur. Mais le vendeur n'avait commis aucune faute, puisque les acquéreurs lui avaient menti par omission, en lui disant non, on n'est pas passé par une agence, et l'agence de toute façon n'avait pas le véritable nom des acquéreurs, donc ne pouvait pas dire préalablement aux vendeurs, avant qu'ils signent avec eux, attention, c'est pas nos clients, c'est nos clients. Donc, il y a eu une très très longue procédure, puisque l'agence a fait un procès aux acquéreurs. L'agence a gagné en première instance, a gagné en cour d'appel. Cet arrêt a été cassé en cassation. La Cour de cassation a dit, selon sa jurisprudence habituelle, non, vous auriez dû vous retourner contre le vendeur. Et la Cour de cassation a renvoyé devant une autre cour d'appel. Et là, la seconde cour d'appel qui aurait dû juger en fonction des dictats de la Cour de cassation, a rejugé comme la première et a condamné de nouveau les acquéreurs, qui se sont de nouveau pourvus en cassation. Et cette fois-ci, la Cour de cassation, comme vous pouvez le constater, en assemblée plénière, alors ça veut dire qu'elle a voulu donner beaucoup d'importance à cet arrêt, a accepté finalement de condamner les acquéreurs. Alors, cet arrêt est très important parce qu'il ouvrait droit quelque part à la reconnaissance du bon de visite, non plus seulement comme une preuve, mais bien aussi comme un engagement de l'acquéreur de ne pas traiter directement avec le vendeur. Et ça a été confirmé dans certains arrêts d'appel. Par exemple, les acquéreurs ont manqué gravement à leur obligation de loyauté, puisque dans le bon de visite, il s'était interdit de traiter l'acquisition. Et donc depuis, ça c'est donc en cour d'appel de Toulouse en 2011, et la cour précise, même s'il n'est pas débiteur de la commission, l'acquéreur, dont le comportement fautif a fait perdre la commission à l'agent immobilier, doit réparation à cet agent immobilier de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle, nonobstant la possibilité pour celui-ci de recourir sur le fondement contractuel à l'encontre de son mandant. En fait, un tel arrêt n'est que justice, puisque la plupart du temps, c'est quand même à l'initiative des acquéreurs que les vendeurs se laissent tenter et traitent directement avec eux en évinçant l'agence. Bon, alors, maintenant, on va en arriver aux précautions à prendre quand on sent qu'on est en train de se faire doubler. La première chose à faire, c'est de rappeler ses engagements aux vendeurs. Dans tous les mandats, il y a un engagement. Ah, je vais m'éloigner du micro. Niveau sonore trop haut, désolé, je vois les réclamations sur le chat. Est-ce que ça va mieux comme ça? Donc,
prendre ses précautions quand on sent qu'on est en train de se faire doubler, et en principe si on s'occupe bien de ses affaires et de ses clients, on le sent. Je vais vous donner des exemples. À ce moment-là, la première chose à faire, c'est d'envoyer une lettre recommandée au vendeur pour lui demander de respecter les engagements pris au mandat, c'est-à-dire ceux disant que dans les cas où il a le droit de vendre lui-même, alors dans les cas de mandat simple, bien sûr, mais quand on fait des mandats exclusifs après la fin du mandat avec des clients à qui on aurait présenté le bien pendant la durée du mandat, à ce moment-là, on fait une lettre recommandée. Aux vendeurs en leur rappelant de bien vouloir respecter ce mandat et nous donner le nom de l'acquéreur, le nom du notaire, le prix final, l'intervention éventuelle d'une agence, etc. Alors, je vois une question, comment fait-on pour prouver que ce sont les mêmes gens si le nom donné est faux ? Alors là, il y a deux solutions. Soit vous avez pris vos précautions avant. Alors, avant, ça veut dire que systématiquement, et d'ailleurs c'est un engagement qu'on peut prendre nous au mandat, c'est de vérifier l'identité de toutes les personnes qu'on amène visiter un bien. Ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux propriétaires en général. Ça ne pose aucun problème sur le terrain. Il suffit de dire qu'on le fait systématiquement. Toutes les agences qui le font en sont ravies et les propriétaires aussi. Donc là, on fait aussi du préventif. Ça pose non plus aucun problème pour les acquéreurs qui vont facilement présenter une pièce d'identité quand ils font un achat dans une grande surface de 30 €, donc pour aller visiter une maison à 200 ou 300 000. Alors, autre question, ne pourrons-nous pas faire un bon de visite virtuel quand on présente un bien par Internet à des clients habitant très loin ? Alors, d'abord, présenter un bien par Internet, ça ne veut pas forcément dire qu'on a un contact direct avec les propriétaires, avec les acquéreurs. Ils regardent les biens sur Internet, ils arrivent à identifier le propriétaire, à nous contourner et à le contacter, à aller le voir directement. Donc là, la seule parade, c'est le mandat exclusif, c'est évident. Ensuite, quand vous avez des contacts avec un acquéreur potentiel, il reste toujours des traces. Il y a si vous avez les relevés téléphoniques à des chiffres, ensuite les mails, il reste des traces des mails, et ça c'est des éléments de preuve qui nous ont permis d'ailleurs de gagner un procès. Mais encore une fois, quand on en est juste au stade de la présentation du bien, les dommages et intérêts, le juge va considérer qu'il peut les diviser par 10 ou alors qu'ils soient tout à fait symboliques. Donc la vraie bonne façon, c'est quand même un mandat exclusif. Voilà. Et de bien garder les coordonnées de tous vos clients acquéreurs et de faire respecter à tous vos vendeurs, si le mandat se termine sans que ce soit nous qui ayons vendu, de lui faire respecter cette obligation qui est valable 2 ans après la fin du mandat, encore une fois, de nous prévenir en nous donnant le nom de l'acquéreur, le montant de la transaction, le nom du notaire et le nom de l'autre agence éventuellement intervenue si c'est le cas. Voilà. Alors, quand on fait cette lettre recommandée aux vendeurs, peu importe qu'ils répondent ou qu'ils ne répondent pas, en fait, cette obligation, elle est vraiment confirmée par les tribunaux. Là, je vous ai mis quelques exemples. En cas de vente réalisée par le vendeur pendant la durée du mandat, celui-ci s'engage à en informer immédiatement le mandataire en le notifiant par lettre recommandée avec avis de réception, les noms et adresses, etc., etc. Donc ça c'est 2010, une autre de 2007, sans vérifier que la propriétaire avait satisfait à son obligation de notifier immédiatement à l'agence immobilière la vente par LRAR. Et encore une, voilà, le mandat stipulait qu'en cas de vente réalisée par lui-même ou par un autre cabinet, le mandant s'engageait à en informer immédiatement le mandataire en le notifiant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les noms et adresses des acquéreurs, du notaire rédacteur de l'acte authentique et du cabinet éventuellement intervenu. Et cette notification
mettez fin au mandat et éviterez au mandataire d'engager la vente avec un autre acquéreur, ce qui est logique. Et là, ce qui est intéressant dans cet arrêt-là, c'est qu'il y a eu vraiment très peu d'écart. Le propriétaire a pris juste un petit peu de retard et il a été condamné pour prévenir l'agence. Mais il faut dire qu'entre-temps, l'agence avait trouvé un acquéreur. Alors, bien évidemment, vous sentez que vous vous faites doubler. Vous avez des doutes, vous avez envoyé cette lettre recommandée, ensuite il faut suivre l'affaire. Donc, bien évidemment, quand on suit bien ces affaires et qu'on n'en a pas trop, qu'on fait du travail de qualité, qu'on a 12-15 affaires par personne, on y arrive. Je vais vous donner un exemple qui nous est arrivé il y a fort longtemps. Mais il aurait pu aussi arriver plus récemment. C'était en 95. C'était la première visite dans une de nos agences de l'Isère, la première visite que faisait un négociateur qui était rentré la veille. Tout se passe super bien. Ça a duré une visite qui a dû bien durer 2 heures et demie. Les vendeurs sont allés jusqu'à montrer le fonctionnement de la chaudière aux visiteurs, ont bu l'apéritif avec le négociateur, tout se passe super bien. Le lendemain matin, le négociateur téléphone aux vendeurs, on a vendu à quelqu'un d'autre, et il téléphone aux acquéreurs, on a acheté autre chose. Donc effectivement, là ça sentait le roussi. Donc qu'est-ce qu'il a fait le négociateur? Il m'a appelé et on a envoyé une lettre aux vendeurs et aux acquéreurs, et aux vendeurs on leur demandait de nous informer donc du nom des clients de l'agence éventuellement intervenue, etc. Donc en faisant ça, on a mis le vendeur au pied du mur. Soit il nous répondait, soit il ne répondait pas. S'il ne nous répondait pas, il se mettait en tort, parce que il était manifestement donc de mauvaise foi. Et il nous mettait des bâtons dans les roues. Donc il nous a répondu. Et en répondant, soit il mentait pas. Là, il a fait les choses un peu à moitié, c'est-à-dire qu'il nous a dit qu'il avait vendu à Madame Durand, mais Madame Durand, c'était le nom de jeune fille de l'épouse du couple qui a fini par acheter, à qui on avait présenté le bien. On a fait bien sûr une procédure ensuite, on l'a gagné dans les grandes largeurs. Ça, le juge l'a pas apprécié du tout. Il a relevé que les acquéreurs avaient travesti l'identité, enfin les vendeurs avaient travesti l'identité des acquéreurs, et donc ils ont été condamnés à la totale. Mais pour ça, il a fallu bien évidemment que notre négociateur connaisse bien son secteur, repasse de temps en temps devant la maison en question et qu'il s'aperçoive quelques mois après que sur la boîte aux lettres il y avait le nom des acquéreurs. Alors il y a une question: si un client vient visiter avec nous et qu'il passe par une autre agence, que peut-on faire dans ces cas-là? Alors lorsqu'il y a un tel cas, la commission, là, on n'est plus du tout dans le même cas de figure juridiquement que quand la vente se fait en direct. Je vous rappelle, quand la vente se fait en direct, la vente est réputée conclue par notre entremise. Là, c'est pas le cas. Elle est réputée conclue par l'entremise de l'agence qui a fait signer, qui a vendu, qui a fait signer le compromis. Alors, en fait, c'est un arrêt, il y en avait déjà un dans les années 80, mais personne n'y avait fait attention. Et il en est sorti un au début des années 2000, qui a précisé ça, et qui a dit la commission est due à l'agence qui fait signer la vente. Alors, cet arrêt continuait par, sauf à la première agence, celle qui avait fait visiter, à obtenir des dommages et intérêts en considération d'une faute du mandant. Alors à partir de là, il y a eu deux analyses. Il y a eu la mienne, qui a été de dire la faute du mandant, c'est de ne pas respecter son mandat, qui impose de ne pas vendre directement ou indirectement, c'est-à-dire par une autre agence, et le fait de vendre par une autre agence constitue donc une faute. Et la deuxième interprétation, ça a été
de considérer que de toute façon il n'y avait pas de recours, que l'immobilier c'était la Fort d'Empoigne, et certains éditeurs de mandats ont même supprimé certains éditeurs de mandats parmi les plus présents sur le marché ont même supprimé cette obligation, cette interdiction de vendre indirectement. Alors effectivement, ça a été la Fort d'Empoigne, puisque dans la profession, tout le monde était persuadé que c'était l'agence qui concluait la vente, qui avait les droits aux honoraires, et puis que la première agence avait droit à rien du tout. Sauf que moi j'avais fait l'inverse, c'est-à-dire que même sur les mandats d'édition préférence, j'avais même renforcé cette clause, me disant attention, c'est la faute du mandant, c'est ça. Et ça a été confirmé par des arrêts qui sont sortis en 2005-2006. Je vais vous en parler après. C'est ma position qui a été confirmée. Et donc sur le terrain, quand on se trouve face à des agences qui n'ont pas cette clause, qui est le cas de beaucoup d'agences, c'est le pot de terre contre le pot de fer, et c'est nous le pot de fer, parce que les clients qui ont visité avec une autre agence qui n'a pas cette clause dans son mandat, ils peuvent signer avec nous complètement impunément, nos clients ne peuvent pas, ceux à qui nous avons fait visiter nous en premier, ne peuvent pas les signer par l'intermédiaire de notre agence, parce qu'on pourrait se retourner, ce qu'on a fait déjà un certain nombre de fois avec succès, on pourrait se retourner donc contre non pas l'agence, mais contre le propriétaire qui nous a mandaté. Sauf qu'on peut même se retourner contre l'agence, puisqu'il nous est arrivé, et là je vous présente une lettre type qu'on a envoyée, que certaines de nos agences ont envoyées à des concurrents sur le terrain, parce que à une époque, ça continue encore, il y a même des réseaux qui se sont basés là-dessus, beaucoup d'agents immobiliers disaient à leurs clients, de toute façon, allez visiter avec d'autres agences, venez signer avec nous, on vous fera un prix, et ce, impunément. Alors, quand on entend parler de tel comportement sur le terrain, on a une lettre type que vous voyez là, qu'on envoie cette fois-ci à l'agence concurrente, et on les prévient que avec nous ça se passe pas comme ça. Nous rencontrons des problèmes avec certains négociateurs de votre agence. En effet, ces négociateurs prétendraient qu'il leur serait possible de conclure impunément la vente avec votre agence après que le bien ait été visité par notre entreprise. Une telle allégation serait parfaitement mensongère. Alors on leur rappelle que certes c'est eux qui vont toucher la commission, mais que des dommages et intérêts sont dus à l'agence évincée qui a présenté le bien en premier, pour peu que le mandat le prévoit, et c'est là qu'on leur précise que c'est bien le cas de nos mandats et que c'est une précaution bien naturelle, car effectivement, à quoi servirait de s'investir en démarche temps, énergie, publicité, s'il suffisait, après que l'acquéreur ait été trouvé par nous, de traverser la rue pour travailler moins cher avec une agence étrangère à l'opération et qui n'accomplit aucune diligence. C'est là un peu le problème, parce que si vous investissez dans des démarches, dans beaucoup de publicité, beaucoup de temps passé, vous payez un site internet efficace et donc cher, etc., etc. Et une fois que vous avez bien verrouillé l'opération, l'acquéreur dit je vais aller voir en face s'ils me prennent pas moins cher. C'est quand même pas tout à fait normal. Alors, il y a eu donc 2 arrêts en 2005 et 2006 qui ont vraiment confirmé ma position. Certes, la rémunération est due à l'agence immobilière par l'entremise de laquelle l'opération a été conclue, mais ils avaient, les mandants, méconnu l'interdiction contractuelle de vendre par un autre intermédiaire aux acquéreurs ayant visité le bien avec la première agence. Ça, c'est l'arrêt de 2006. Et celui de 2005 qui est très intéressant parce que il dit la même chose.
sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages à un terrain pour une faute de vendeur. Les époux X avaient traité pendant le cours du mandat sans le concours de l'agence avec des acquéreurs qui leur avaient été présentés par cette société. Et il précise, cet arrêt, que les stipulations du mandat ne portaient pas atteinte au caractère non exclusif de celui-ci, dès lors qu'elles n'empêchaient pas le vendeur de donner mandat à plusieurs agences en même temps. Parce que beaucoup de juristes ont prétendu que cette clause de ne pas traiter indirectement n'était valable qu'en présence d'un mandat exclusif. Et moi j'ai toujours pensé, et ça a été confirmé, que cette clause se suffisait à elle-même et que il n'y avait pas besoin que le mandat soit exclusif. C'est sûr que si le mandat est exclusif, c'est encore mieux. Alors, je vais vous donner un exemple qui nous est arrivé aussi. J'ai un nouveau franchisé du réseau un jour qui me téléphone. Ah, j'ai des clients acquéreurs qui voudraient vraiment passer avec moi, sauf qu'ils ont visité avec une autre agence en premier. Alors, je demande la production du mandat de l'autre agence. Je m'aperçois qu'il n'y avait pas cette interdiction de traiter directement. Et je lui dis, il n'y a pas de souci, tu peux vendre sans difficulté et sans aucun risque judiciaire. Deuxième coup de fil, tout le monde est d'accord, mais les vendeurs, ils ont peur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je suis allé jusqu'à faire une lettre, un courrier aux vendeurs, où je leur ai dit que si l'autre agence faisait un procès et gagnait, c'est nous qui payerions les dommages d'intérêt éventuels. L'autre agence a fait un procès et elle a perdu. Voilà, donc, vous voyez, la connaissance du juridique permet quand même de faire un certain nombre d'opérations. Vous pouvez voir pas mal de choses. Il y a pas mal d'articles sur notre blog. Vous voyez, une agence fait visiter, une autre conclut l'opération avec des liens avec les arrêts de la Cour de cassation. Voilà, oui, cette lettre, je reviens sur cette lettre, nous n'entendons pas nous laisser spolier du fruit de notre travail et nous n'hésiterions pas à signer vendeur, acquéreur, confrère, etc. La lettre type, elle est dans le blog, intégralement. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Question, est-ce que les notaires peuvent nous donner le nom des acquéreurs si on a des doutes? Non, les notaires ne nous donneront pas le nom des acquéreurs. Ça marche pas comme ça. Ils ont le secret professionnel, ils le feront pas. Donc à nous de suivre l'affaire. De toute façon, si on s'occupe bien avec notre façon de travailler, si on s'occupe bien des vendeurs et qu'on leur fait beaucoup de reporting et qu'on fait du travail de qualité on peut se permettre de faire puisqu'on n'en a pas trop, les vendeurs n'ont pas envie de nous doubler. Et puis la chance qu'on a dans notre métier, c'est que il y a peu de préméditation. C'est-à-dire l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de gens qui ont donné un faux nom, c'est très très rare. Voilà, c'était vraiment un cas d'école. C'est une affaire qui a duré, je vous dis au tribunal, qui a duré 17 ans. C'est vraiment, mais c'est très bien parce que ça a fait évoluer la jurisprudence. C'est très rare. En général, les gens pensent au montant des honoraires après avoir visité et après qu'on ait les preuves de la visite, donc c'est quand même un petit peu tard. Et tant mieux. Alors, je reviens sur un ou deux points. Vous savez que maintenant on a un délai de rétractation au niveau du mandat de 14 jours au lieu de 8 jours. Ce que ça change d'un strict point de vue juridique, c'est que quand on commençait à travailler avant, sous l'emprise de la loi Scrivener, délai d'annulation de 7 jours, quand on commençait à travailler tout de suite, imaginez, vous prenez un mandat, avec possibilité d'annulation dans les 7 jours, donc c'est le mandat pris à domicile. Vous trouvez un client le lendemain et vous signez un compromis le surlendemain et avant la fin de la semaine, le vendeur dénonce le mandat, la vente est faite, sauf que vous n'avez pas le droit aux honoraires. Avec le nouveau délai de 14 jours, ça a changé, puisque le mandant peut opter pour nous faire commencer notre mission tout de suite. Et si c'est le cas, et donc sinon on commence pas, on fait rien. Mais au moins c'est une option, c'est une possibilité offerte par la loi.
sur nos mandats, il y a simplement une case à cocher. Donc le mandant opte pour que le mandataire commence ses prestations immédiatement. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il a toujours son délai de rétractation dans les 14 jours, sauf si on a conclu l'opération avant. Donc si on fait la vente, on est quand même protégé. Donc bon, ça c'est plutôt mieux. Et puis il y a aussi le délai après la fin du mandat, hein, c'est-à-dire que après la fin du mandat, le vendeur peut toujours continuer à vendre, mais pas à un client à qui nous avons présenté le bien, et ce pendant un délai de 24 mois. Et ça, c'est une jurisprudence CIM Immobilier. On a gagné un procès le 13 novembre 2000, et cet arrêt, la Cour d'appel de Grenoble, cet arrêt a été affiché sur le site de la commission de recommandation des clauses abusives, et précise bien que la clause du mandat de vente, qui pendant la durée du mandat et 2 ans après son expiration, interdit au mandant de vendre à un acquéreur qui n'aurait pas été présenté qui aurait été présenté par le mandataire, c'est rédigé un peu vite, n'est pas abusive en ce qu'elle a pour objet de garantir au mandataire la rémunération de son travail et ne prive pas le mandant du droit de vendre à tout autre acquéreur. Voilà, on peut consulter l'arrêt sur le site. Et cet arrêt, enfin pas celui-là, mais un autre est allé jusqu'en cassation sur le même type de mandat, puisque c'était un mandat édition préférence, et ça a été confirmé. Voilà. Alors si vous avez d'autres questions, j'y réponds avec plaisir. Donc la dernière, c'était les notaires. Un client, je vérifie si j'ai bien répondu à tout. Un client vient visiter avec nous, les infos détaillées par mail. Ouais. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.